Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne de Clara Elwood. Certains pourraient déjà me connaître grâce à la chaîne de Darky Elwood où je joue avec Darky, le personnage de Final Fantasy XIV sur la chaîne de Darky Elwood. Effectivement, j'apparais à l'épisode 4 et 5, puis je pense continuer effectivement avec lui. Mais ceux qui me connaissent déjà, j'ai décidé pour vous de faire une autre chaîne à part pour que vous puissiez voir ma progression de mon côté. Ou que vous puissiez voir comment je procède, comment j'avance et comment je vais accomplir mes quêtes. Dans cette chaîne, effectivement, il ne sera pas juste question de gaming ou de Final Fantasy XIV. Effectivement, je vais aussi parler un peu d'un projet personnel à moi, de la fantasy. Effectivement, euh, sur ce concept-là, je vais vous demander, vous, les petits subscribers, de regarder mes vidéos et si ça vous intéresse, de m'envoyer un une créature que je pourrais rechercher pour vous. Euh, mais sur cette chaîne, il sera aussi question de gaming, de fantasy, comme je vous expliquais, mais aussi de vocaux. Pratiques vocaux, challenges vocaux, puis de la musique créée par des personnes que je connais de mon entourage. Pour aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'ai essayé de choisir quelque chose d'audacieux sur lequel vous pouvez peut-être me critiquer, mais moi je suis ouverte d'esprit aux commentaires, autant que ça soit positif que négatif. J'ai besoin de vos opinions et de vos suggestions pour être en mesure de progresser à votre goût. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours me donner une petite chance, mais aujourd'hui, pour ma première vidéo, il sera question de parler des loups-garous. Effectivement, les informations que je vais vous donner aujourd'hui, je les ai trouvées sur Internet dans des livres. Dans le fond, les informations d'aujourd'hui vont être surtout rapportées en Europe, du fait de la description et de la perception de vue des Européens. À la fin de tout ça, je vais vous parler aussi du Québec et de leurs croyances. Dans le fond, aujourd'hui, quand je vais vous parler des loups-garous, je vais vous parler de plusieurs aspects d'eux. Je vais vous parler de leur description, je vais vous parler des lunes pour être en mesure de comprendre les transformations. Je vais vous parler de la transformation, je vais vous parler des repérages, comment le repérer, de la communication, comment, euh, comment ils font pour communiquer. Oui, tout le monde sait qu'ils hurlent, mais pourquoi? Ensuite, je vais vous parler de la chasse, et je vais vous comparer toutes ces informations par rapport au Québec. Tout d'abord, nous allons commencer avec la description. La description d'un loup-garou, en fait. L'image que vous voyez à l'écran, celle-ci, en fait, est un loup-garou mi-humain, mi-loup. C'est comme ça que certains Européens voient le loup-garou. Mais en fait, certains Européens pensent aussi que c'est juste comme dans la série Twilight, qui pense que c'est juste un loup, qui a pas de grandeur humaine, mais que c'est juste un loup, un humain qui se transforme en loup. Dans ce cas-ci, c'est un loup qui se transforme en un humain qui se transforme en loup, mais qui garde sa grandeur originelle. Dans le fond, la description d'un loup-garou. Un loup-garou, ça peut être autant une femme qu'un homme, qui se transformerait la nuit en loup grâce à ses capacités. Ils sont souvent connus comme malfaisants parce qu'ils sont agressifs, violents et qui peuvent tuer. Souvent, ils sont perçus comme des loups, un ours ou un chien. En bon français, un animal à quatre pattes avec une mâchoire. Personne n'a été réellement capable de dire qu'est-ce qu'un loup-garou. Tout le monde perçoit les loups-garous de la même façon, comme quoi que c'est un loup. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Pour comprendre la transformation d'un loup-garou, il faut comprendre les lunes. Effectivement, sur les lunes, il y a des termes beaucoup plus faciles que je pourrais utiliser aujourd'hui comme pleine lune, demi-lune et croissant de lune. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les lunes du fait de son apogée, qui est la pleine lune, la demi-grande axe, qui est un croissant de lune, et le périgée. Dans le fond,
C'est les trois phases de la lune que je viens de vous nommer à l'instant. Souvent, les loups-garous se transforment à la pleine lune. Savoir pourquoi, pour les Européens, c'est comme ça. Autant que pour au Québec, mais au Québec, il y a une raison logique. Je vous expliquerai tantôt. Une fois que vous avez pu comprendre les lunes, il faut aussi comprendre la transformation. Effectivement, un loup-garou se transforme le soir de pleine lune sous différentes formes selon certaines croyances. Dans le fond, un loup-garou, c'est quelqu'un comme vous et moi. Ça peut être une légende comme ça peut être vrai. On n'a jamais su le prouver. Selon certaines personnes, il y aurait 5 moyens de devenir un loup-garou. Effectivement, il y en a qui croient que c'est la morsure. Mais les choses que je vais vous suggérer aujourd'hui ne contiennent pas la morsure. Pas pour l'Europe. Le premier moyen auquel on peut devenir un loup-garou, c'est de dévorer un mouton tué par un loup. Quelqu'un qui serait un berger ou un fermier qui s'est fait attaquer par ses moutons, vous pourriez manger vos moutons puis devenir un loup-garou. La méthode numéro 2, c'est de boire dans une empreinte d'un loup-garou l'eau de pluie. La méthode numéro 3, c'était plutôt à l'époque médiévale, au Moyen Âge, parce qu'il fallait être chassé de l'église en Normandie pour que tu deviennes ce loup-garou. Pourquoi je dis que c'est plutôt au Moyen Âge puis plus aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, au Québec, du moins je me fie à mon expérience culturelle, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en va à l'église, puis on n'est pas tous des loups-garous, à moins que je me trompe. La quatrième méthode pour devenir un loup-garou, en Europe, si vous êtes une sorcière, vous êtes considéré comme un loup-garou. Aussi simple que ça. Alors, en Europe, c'est comme ça, et je critique rien. Cinquième façon, il faut se recouvrir de graisse de chat récemment tué, puis ensuite mélanger de la graisse d'anis, une ceinture de peau de loup et chanter les louanges, euh, comme faisaient les autochtones, du loup et de son esprit. C'est les 5 méthodes pour lesquelles on devient un loup-garou. Un changement, une transformation de loup-garou, en fait, consiste à un changement musculaire et physique, aussi d'hormones, du fait qu'il y a un surplus de poils qui se progresse sur tout le corps. Ensuite, après la transformation, pour que vous puissiez bien comprendre puis repérer un loup-garou dans la vraie vie, c'est le repérage. Sous sa forme humaine, le loup-garou contient certains signes de défaillance auxquels on peut le reconnaître. Souvent, c'est le poil dans la paume de main, sur les mains, sur les jointures. Ensuite, c'est les oreilles pointues, les ongles courbés, un monosourcil qui se joint dans le centre. Et effectivement, oui, il y en a qui ont des monosourcils. Ça veut pas dire qu'ils sont des loups-garous, effectivement, je vous crois. Mais c'est des théories qu'on pense. Peut-être qu'ils pensaient que quelqu'un était un loup-garou, puis ils ont noté les signes, puis ils en ont trouvé un autre, puis ils ont vu que les mêmes signes cohéraient ensemble. Alors, ils ont mis ça. Mais en Europe, c'est les signes à voir. Je vous parlais tantôt de communication. Dans le fond, comment ils communiquent? Oui, ils hurlent. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux savoir et sur quoi je m'intéresse, c'est pourquoi ils hurlent. Je me suis toujours posé la question quand j'étais petite et j'ai fait des recherches et voilà aujourd'hui. Dans le fond, les loups-garous, autant que les loups, hurlent pour dire qu'ils se sentent seuls. Ils veulent rassembler la meute, mais ils veulent aussi dire aux autres où est-ce qu'il est. Dans une situation de danger, les loups vont hurler. Dans une soirée de chasse, les loups-garous vont hurler pour dire que c'est l'attaque, pour dire de le rassembler à une telle place, et ainsi de suite. Dans le fond, la communication pour eux est une sorte de moyen de repérage pour être en mesure de se coordonner dans la forêt en meute et de savoir euh, comment attaquer puis procéder à la communication. Par la suite, je vais vous parler de la malédiction. Et oui, les loups-garous sont des malédictions. C'est des légendes, comme
comme on peut le penser, mais c'est des personnes comme vous et moi qui ont eu une malédiction et que ça resterait pour toujours. Dans le fond, cette malédiction d'Europe, euh, la malédiction s'est d'errer dans le monde pour toujours jusqu'à ce qu'on le tue. Aussi simple que ça, c'est la malédiction de l'Europe. L'homme ou la femme se transforme en loup quasiment tous les soirs ou les soirs de pleine lune et il est condamné à errer seul avec ce châtiment dans le monde. Pour ensuite se faire tuer, comme je vous disais, on va faire une partie de la chasse. Veuillez m'excuser déjà pour la façon dont je vais vous expliquer ça, mais c'est sadique et cruel. Alors ceux qui sont un peu sensibles, navré pour vous. Dans le fond, comment il faut tuer? Dans le fond, pour détruire la malédiction d'un loup-garou, il faut le décapiter dans tous les sens et le brûler. C'était la seule méthode de briser la malédiction. Puis pour ça, il faut avoir un bon équipement, tel que de l'eau bénite, un pistolet avec des balles d'argent, une fourche pour rentrer entre les deux yeux, une hache pour le décapiter et un poignard en cas de défense. Dans le fond, la méthode de ralentir un loup-garou, c'est avec les balles d'argent puis une fourche en plein milieu des yeux. En fait, où c'est qu'il y a le nez? Entre le front et le nez, entre les deux yeux, c'est là qu'il faut planter la fourche. C'est là que ça ralentit le loup-garou et que ça le tue en bon français, quasiment. Mais pour vraiment le tuer et briser la malédiction qui ne se régénère pas comme certains pensent, il faut le décapiter et brûler et répartir les cendres pour être en mesure de vraiment briser la malédiction. Là, je vais vous parler de la partie du Québec. En fait, les loups-garous du Québec sont considérés plus comme des chiens que des loups ou des ours. C'est des personnes qui se transforment en chiens, en gros chiens noirs, comme on le décrit. Ce chien serait juste une petite malédiction d'une durée de 7 ans. La malédiction des loups-garous au Québec, dans le fond, c'est que eux, s'ils sont bannis de l'Église, s'ils ont quitté la voie de l'Église, ils vont devenir des loups-garous pendant 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que 7 ans, comme dans la Bible, avec les 7 apôtres, et à plein d'événements qui sont reliés au chiffre 7. Fait que pendant 7 ans, le loup-garou du Québec va être une malédiction. Il n'est pas agressif, il est juste passif. Il traînerait dans le bord des champs, dans le bord de la forêt et sur l'orée des routes. C'est un loup solitaire qui subit un châtiment. Celui-ci donne un message comme quoi qu'il faut respecter l'Église pour ne pas subir la même malédiction que lui. Dans le fond, ça peut être vous et moi qui pourrait arriver ça si on y croit réellement. Les loups-garous du Québec sont la même affaire que n'importe quel loup-garou qu'on pourrait croire. C'est la même méthode, juste que sa malédiction ne dure que 7 ans et n'est pas une malédiction continuelle. Il est pas défendu, mais il est respecté de ne pas le tuer. Parce que ce loup-garou-là n'a jamais rien fait. Le loup-garou du Québec ne fait rien de mal et se transforme à tous les soirs. Pas juste les soirs de pleine lune. De là, le châtiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les informations et à la prochaine les amis.